Salutations! Aujourd'hui, on va revoir l'utilisation de la loi de Faraday dans des circuits électriques avec champ magnétique. Mais on va voir ce qui se passe si on ajoute d'autres forces par-dessus. Prenons par exemple ce circuit que vous commencez à connaître. Une résistance, un champ magnétique et un barreau que l'on lance avec une vitesse V. Allez hop, révision de la loi de Faraday. On place le sens positif du courant de manière habile pour avoir le même sens entre le vecteur surface et le vecteur B. Donc le flux vaut BS. Au cours du temps, seule la surface change, donc la dérivée du flux vaut B ds sur dt. En temps normal, la surface vaut grand L, multiplié par la distance x. Pour dériver ça, L est une constante, on la met de côté, reste x qu'on dérive et qui devient la vitesse Vx. On place le générateur parfait de tension E induite dans le circuit, sa valeur vaut l'opposé de la dérivée du flux, donc moins BL Vx. C'est cette tension qu'on retrouve aux bornes de la résistance, et I vaut moins BL Vx sur R. Ensuite, on peut regarder quelle est la puissance qui est dissipée dans la résistance. On utilise une formule qu'il faut connaître. La puissance dissipée par effet Joule vaut R fois I au carré. Le seul courant dans le circuit, c'est le courant induit. On peut donc directement remplacer et on a notre réponse. Maintenant, que doit-on faire si on veut maintenir la vitesse du barreau constante, puisque la vitesse diminue à cause de la force de Laplace? Eh bien, il faut appliquer une force précise dessus. Reste à savoir de combien. Puisqu'on parle de force et de vitesse, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. On étudie le barreau, le référentiel est galiléen, on place les axes, et sur le barreau s'applique son poids, la réaction des rails, la force de Laplace et la force extérieure qu'on veut appliquer sur le barreau. On fait la RFD selon EX, comme ça, pas de poids ni de réaction. On ne s'occupe que de Laplace et de notre force inconnue. La force de Laplace, c'est I fois B fois la longueur du barreau. Pour le sens, la main droite. Le pouce, c'est I. L'index, c'est B, et le majeur, c'est la force. Comme on veut une vitesse constante, cela suppose une accélération nulle, et on peut trouver l'expression de notre force à appliquer. Finalement, on veut savoir à quel point cette force qu'on applique fournit de l'énergie au barreau. Ça, c'est le calcul de la puissance. La puissance, ça se calcule toujours de la même manière. Produit scalaire de la force par le vecteur vitesse. Notre force est selon EX, et notre vecteur vitesse vaut tout simplement Vx selon EX. Le produit scalaire est donc gentil, et on multiplie simplement. Et puisque l'énergie cinétique du barreau n'augmente pas, car sa vitesse reste constante, on peut remarquer que toute la puissance apportée par la force est dissipée par effet Joule. Et maintenant qu'on a vu ce qui se passait si on poussait le barreau, voyons le cas où le barreau est retenu par un élastique, disons. C'est comme un ressort, sauf qu'il ne repousse pas. C'est l'occasion de revoir un peu sa mécanique. On plante le décor, le circuit, la résistance, le champ magnétique, l'élastique sous tension et sa longueur à vide, le sens positif du courant et le vecteur surface. On veut étudier l'influence de la résistance R sur le mouvement qu'aura le barreau quand on lâchera l'élastique. Une histoire de force, de vitesse, probablement une équation différentielle au bout, on n'hésite pas. Relation fondamentale de la dynamique. Le système, c'est le barreau. Le référentiel est galiléen et on ne s'occupe que du déplacement horizontal. Deux forces à calculer, la tension de l'élastique et la force de Laplace. Voyons Laplace tout d'abord. Le flux vaut B fois la surface, donc B fois la longueur A fois L0 plus X. La dérivée du flux vaut B fois la dérivée de la surface, donc B A X point. E induite vaut donc moins BA X point. On place le générateur dans le circuit et l'intensité vaut moins BA X point sur R. Et maintenant, on peut calculer la force de Laplace. B fois I fois la longueur A de la barre. Et on oriente avec la main. Pour l'élastique, c'est comme un ressort. Ça vaut moins K fois la longueur L moins la longueur à vide L0. Le tout selon le vecteur U qui va de la fixation du ressort à son extrémité. Ici, U, c'est EX, et L, c'est L0 plus X. Donc la tension vaut moins KX selon EX.
On obtient ainsi une jolie équation différentielle du second ordre. Et là, comme on n'a aucune valeur, on va se demander s'il est plus logique que l'on soit dans un régime pseudo-périodique ou apériodique. Visiblement, comme l'élastique ne repousse pas la barre, il y a franchement peu de chances pour qu'on ait des oscillations. Donc on part sur de l'apériodique. L'amplitude du mouvement est fixée par les conditions initiales, donc R n'a rien à voir là-dedans. Résolvons l'équation différentielle pour voir. Je vous passe la résolution, mais voici le graphique qui présente l'évolution de la position du barreau en fonction du temps. On voit que plus la résistance augmente, moins le barreau met de temps à se stabiliser. Au passage, salutations au camarade Grincourt qui a bien voulu faire ces graphiques pour moi. En dérivant, on peut même avoir une belle évolution de la vitesse en fonction du temps. On voit alors que plus la résistance est grande, plus la barre peut atteindre une vitesse élevée durant le régime transitoire. La résistance joue donc sur la durée du régime transitoire et sur la vitesse atteinte par le barreau.